L'Iran vient d'envoyer un message dévastateur à Israël et aux États-Unis avec sa plus grande attaque de missiles contre Israël à ce jour, depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Il y a un peu moins d'une semaine. Bonjour, ici Danny Haiphong, et vous écoutez une nouvelle mise à jour sur la guerre américano-israélienne contre l'Iran, alors que les États-Unis envisagent de s'impliquer plus directement par une intervention militaire. Mais d'abord, voyons ce qui s'est passé dans la nuit du 19 juin jusqu'aux premières heures du matin. L'Iran a lancé entre 20 et 30 missiles balistiques. Ce qui est vraiment intéressant et important à noter concernant ces attaques au cours des derniers jours, et bien sûr celle-ci étant l'une des plus importantes, c'est que les attaques de l'Iran deviennent de plus en plus précises. Les frappes de missiles sont de plus en plus exactes. Et il est tout à fait clair, c'est une évidence à 100%, que les défenses aériennes israéliennes peinent à faire face. Le Washington Post a noté qu'il ne leur restait plus que 10 à 12 jours avant que les défenses aériennes ne soient complètement épuisées, ce qui pourrait expliquer pourquoi les États-Unis sont dans une telle panique pour venir en aide à Israël. Passons maintenant aux cibles de ces frappes de missiles, car elles sont extrêmement significatives. Ce sont peut-être les plus importantes jusqu'à présent dans ce conflit. Ainsi, le commandement cyber de Tzahal, le quartier général C4I, a été touché près de la région de Tel Aviv. Le centre de renseignement militaire de Tzahal, le complexe Gaviam, a également été frappé. Une installation militaire et de renseignement israélienne sensible près du centre médical Soroka a été touchée, ce qui a bien sûr provoqué un énorme tollé de la part des autorités israéliennes, et les médias occidentaux grand public amplifient cet événement près du désert du Negev. Ce sujet sera davantage abordé dans cette vidéo. Le centre médical Soroka lui-même a été touché à proximité. Il faut noter qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, l'Iran est devenu plus précis. Ainsi, même si le centre médical lui-même n'a pas été directement frappé, il a subi d'importants dégâts à la suite des frappes dans la zone et aux alentours. La bourse de Tel Aviv, d'une valeur de 375 milliards de dollars américains, a été endommagée et des blessés ont été signalés. Un immeuble résidentiel à Holon, dans la région de Gush Dan, a été touché, ainsi que les tours de grande hauteur de Ramat Gan. Dans le centre de Tel Aviv, de nombreuses frappes non vérifiées et non spécifiées ont eu lieu, et une base militaire près de Tel Aviv a également été touchée, ce que les responsables israéliens ont qualifié de sensible. Les médias iraniens sont actuellement la seule source capable de vérifier ou d'identifier ces cibles, car Israël a mis en place une censure sans précédent pour tenter de dissimuler les dégâts. Les médias grand public occidentaux n'autorisent pas leurs propres téléspectateurs à voir, ni ne tentent de confirmer ou de vérifier aucune de ces attaques pour leur public et citoyens. Ainsi, pour l'instant, les médias iraniens constituent la principale source. Donc, prenez cela avec des pincettes. Mais les médias israéliens confirment également bon nombre de ces cibles. Parlons de la raison pour laquelle ces cibles sont si importantes. D'une part, bien sûr, on constate à quel point ces attaques de missiles deviennent précises et exactes. Et l'une des principales raisons pour lesquelles cela se produit, c'est que l'Iran monte en puissance dans l'escalade et utilise une technologie de missiles plus avancée. Lors de cette frappe, uniquement, le CGRI a indiqué avoir utilisé le missile Sedgil, qui a une portée maximale de 2500 km et peut transporter une ogive de 700 kg. C'est la première fois qu'il est utilisé en combat actif, et il dispose d'une technologie capable d'échapper à l'interception. Vu les frappes, nous avons vu comment il a évité l'interception. Le missile Khorramshahr a également été utilisé ici, avec une charge utile massive de 1,5 tonnes, principalement dirigée contre le centre d'Israël.
Les responsables israéliens eux-mêmes affirment que, je cite, « Ces missiles ont dépassé les attentes en termes de puissance destructrice. Les images qui circulent sont dévastatrices, dans la mesure où beaucoup établissent des comparaisons avec les bâtiments soufflés et les cibles endommagées, comme le centre scientifique Weizmann, considéré comme représentatif de ou comparable à ce qu'Israël avait fait à Gaza. Il faut toutefois noter que le nombre de victimes est plus faible. L'Iran fait preuve de précision et vise principalement des cibles militaires. Ainsi, lors de cette frappe seulement, on a compté plus de 100 victimes israéliennes, la plupart étant de nature militaire. C'est donc un point important à garder à l'esprit. Maintenant, l'Iran. Pourquoi ai-je dit que l'Iran a mis au défi les États-Unis et Israël? Eh bien, il y a toutes sortes de discussions sur une possible intervention des États-Unis et une escalade supplémentaire du conflit. Mais l'Iran n'a pas répondu à cela en se retirant, mais en adoptant une stratégie très concertée et coordonnée pour maintenir Israël et les États-Unis en alerte. D'abord avec des attaques plus importantes, puis des attaques plus petites, l'utilisation de drones, l'utilisation de missiles plus anciens et maintenant de missiles plus avancés. Il s'agit d'une stratégie très imprévisible, mais néanmoins escalatoire, qui déroute les défenses aériennes israéliennes, ainsi que, de manière générale, la façon dont Israël et les États-Unis souhaitent réagir à cette situation. Il est évident que les principales cibles de l'Iran sont les sites de commandement et de contrôle, militaires et de renseignement. Il sape désormais la confiance du public israélien lui-même, dans son gouvernement, dans son armée et dans sa capacité à réagir. Les barrages constants que nous voyons désormais quotidiennement, par exemple au-dessus de Tel Aviv, obligent les Israéliens à dormir dans le métro, à entrer et sortir continuellement des abris, paralysant Tel Aviv, l'un des plus grands centres économiques d'Israël. Le fait que la bourse ait été touchée aujourd'hui est extrêmement significatif, car cela démontre que non seulement l'Iran a la capacité de frapper Israël et de percer ses défenses aériennes, mais il a aussi la capacité de frapper où il le souhaite. Et cela porte un coup direct au récit de l'invincibilité d'Israël. Les blessures et les pertes humaines s'accumulent. Nous ne connaissons pas vraiment les chiffres officiels, car Israël, encore une fois, mène une campagne de censure sans précédent, et ils minimisent toujours leurs chiffres globaux. Certains parlent de plus de 65, d'autres de plus de 100. Bien sûr, il faut prendre ces chiffres avec précaution, car ils proviennent à la fois des médias israéliens et iraniens. Maintenant, ce blackout médiatique inédit de la part d'Israël est un autre signe de sa détresse. Alors que ces missiles tombent, Israël punit non seulement ceux qui les photographient, mais aussi ceux qui s'en réjouissent. Ainsi, les photos et vidéos sont désormais interdites dans la société israélienne. Civils, résidents, colons, ils ne peuvent pas filmer ces missiles sans risquer de lourdes sanctions. Nous avons également vu des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, détenus dans des prisons israéliennes, être sévèrement punis simplement pour avoir célébré ces attaques de missiles, ce qui, compte tenu de l'enfer qu'Israël leur a fait subir au cours des 20 derniers mois, est compréhensible. Maintenant, l'un des coups durs pour l'Iran au cours des dernières 24 heures a été le drone Hermes. Il a été abattu dans l'ouest de l'Iran lors de ce qui était probablement une tentative israélienne de surveillance ou de ciblage préventif. L'Iran montre non seulement qu'il peut frapper où il le souhaite, mais il a aussi démontré qu'il dispose de défenses aériennes suffisamment performantes pour abattre les tentatives les plus destructrices d'Israël de frapper au cœur de l'infrastructure militaire iranienne. Les rapports dans les médias occidentaux traditionnels indiquent que bien que l'Iran, et ils aiment exagérer les dégâts, ait subi quelques frappes, ils affirment également
que l'Iran n'a pas subi de dommages suffisamment importants pour l'empêcher de poursuivre ses attaques. Pendant ce temps, Israël affirme dominer le ciel iranien et avoir mené de nombreuses frappes qui ont endommagé des infrastructures civiles, certaines infrastructures militaires et bien sûr, tué plus de 200 civils iraniens. Cependant, cela n'a pas permis d'arrêter l'opération Vraie Promesse 3, ni de créer des conditions dans lesquelles la société iranienne se retournerait contre le gouvernement. Tous les signes indiquent en réalité le contraire. Ainsi, ces attaques du 19 juin ont envoyé un message fort aux États-Unis et à Israël. Malgré les menaces d'escalade, malgré les avertissements selon lesquels l'Iran, que Téhéran doit évacuer, que tous leurs civils doivent partir, que les États-Unis pourraient frapper à tout moment une installation nucléaire de Fordow ou d'autres cibles, malgré le fait qu'Israël affirme vouloir intensifier encore ses attaques contre l'Iran, ce qui est clair, c'est que l'Iran ne recule pas et que ses cibles deviennent plus précises, que ses missiles franchissent les défenses aériennes israéliennes en plus grand nombre et avec plus de volume, et que la précision de ces frappes ainsi que la stratégie employée sèment la panique dans les veines et les artères de la machine de guerre des États-Unis et d'Israël. L'Iran fait preuve de la confiance, non pas d'un pays ou d'un peuple vaincu, mais de celui qui est tout à fait prêt à se défendre et à gravir les échelons de l'escalade si nécessaire. Et bien sûr, l'Iran a déclaré que ce n'était que le début. Je pense que c'est pour cela que l'on voit à la fois les responsables américains et israéliens manifester une telle panique, non seulement dans les médias occidentaux traditionnels, mais il est évident que leur réaction face à tout cela, l'hésitation des États-Unis à intervenir plus directement, révèle leur incertitude. Et bien sûr, la réponse d'Israël, qui a consisté à menacer d'intensifier les frappes contre l'Iran, s'est, selon la plupart des rapports, essentiellement résumée à mener le même volume d'attaques qu'auparavant, avec certains jours où leur nombre était même bien inférieur. Attentats terroristes, voitures piégées. Ce ne sont pas là les signes d'une stratégie militaire confiante, déterminée à détruire l'adversaire. L'Iran ne semble pas détruit. L'Iran paraît tout à fait capable de frapper Israël, et de le frapper très durement. Ainsi, cette crise dans laquelle se trouvent les États-Unis et Israël a désormais suscité d'immenses discussions et débats sur la marche à suivre. Le 19 juin, avant que ces frappes de missiles ne s'abattent sur Tel Aviv et les zones environnantes, touchant bien sûr des sites très stratégiques, la bourse, le siège du renseignement militaire, etc. Donald Trump, Benjamin Netanyahu et Keir Starmer au Royaume-Uni ont tous tenu des réunions d'urgence dans leurs cellules de crise. Selon le Wall Street Journal, Trump a déjà approuvé des plans de frappe. Cependant, il n'a pas donné l'ordre de lancement. Et il a déclaré aux médias sur le tarmac qu'il aime prendre la décision finale une seconde avant qu'elle ne doive être exécutée. Or, cette fanfaronnade et cette confiance cachent en réalité le fait que ce débat est bien plus complexe que ce que Donald Trump laisse entendre. Axios rapporte que des responsables américains et des conseillers proches de Donald Trump se posent la question suivante. Les bombes anti-bunker que les États-Unis utiliseraient contre l'Iran peuvent-elles détruire l'installation nucléaire de Fordow, qui est enfouie profondément dans les régions montagneuses de l'Iran? Il y a beaucoup de questions concernant le manque de puissance de feu d'Israël, une puissance que seuls les États-Unis possèdent. Les États-Unis souhaitent, bien sûr, utiliser ces bombes MOP de 13 600 kg, Massive Ordnance Penetrator, et déployer leurs bombardiers furtifs, B-2, stationnés à Diego Garcia, pour les larguer. Le Pentagone affirme qu'il est prêt à détruire Fordow. Trump n'est pas nécessairement convaincu pour l'instant. C'est pourquoi il a temporisé. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que cela dure longtemps.
Selon Bloomberg et d'autres médias occidentaux, les États-Unis pourraient lancer leurs frappes d'un jour à l'autre. Un responsable américain a déclaré à Axios, « Nous sommes prêts à frapper, mais nous voulons que ce soit nécessaire. » Et il ne s'agit pas seulement de larguer la bombe. Cela vient probablement directement des services de renseignement ou de l'armée elle-même. Mais il faut que ce soit une véritable campagne. Il est donc assez clair et évident que les États-Unis et Israël ne sont pas confiants, surtout les États-Unis, qu'une frappe sur l'installation nucléaire iranienne non seulement la détruira, mais créera aussi les conditions dans lesquelles l'Iran se rendra. Car souvenez-vous, Donald Trump a appelé à la reddition inconditionnelle de l'Iran et a menacé l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, d'assassinat. Tout cela est censé menacer l'Iran et pousser l'Iran à capituler face aux exigences des États-Unis, qui, selon les propres dires des États-Unis, visent à empêcher l'Iran de fabriquer une arme nucléaire. Mais nous savons, à mesure que la situation évolue, que le véritable objectif est un changement de régime. Israël est bien plus honnête à ce sujet. Israël veut voir le régime tomber et souhaite renverser la République islamique d'Iran. Benjamin Netanyahou s'adresse presque toutes les 2 semaines au peuple iranien, l'appelant à se soulever. Rien de tout cela n'a réussi jusqu'à présent. Maintenant, il y a beaucoup de choses à surveiller, alors que nous entrons dans la prochaine phase de ce conflit, l'implication des États-Unis. Premièrement, Trump va-t-il autoriser le lancement des frappes? Nous ne le savons pas encore, mais tous les médias occidentaux traditionnels indiquent que cela va se produire. Ce n'est qu'une question de temps, et bien sûr, des conséquences que cela entraînera. Désormais, l'Iran montre qu'il va continuer à intensifier ses propres cibles, et jusqu'à présent, les frappes israéliennes ne sont pas capables d'arrêter l'opération Vraie Promesse 3. Alors, l'installation nucléaire de Dimona recevra-t-elle un coup direct en représailles à ces escalades? Rappelons qu'Israël frappe non seulement les infrastructures pétrolières et énergétiques de l'Iran, mais tente également de toucher même ces infrastructures nucléaires civiles, dont il a été prouvé qu'elles ne sont pas utilisées à des fins militaires. Il s'agit donc de frappes contre des infrastructures civiles. Et c'est bien sûr la ligne rouge de l'Iran est la raison pour laquelle il poursuit l'opération Vraie Promesse 3, sans aucun signe d'y mettre fin. Il y a également de nombreux rapports indiquant que le Hezbollah et bien sûr les Ansar Allah du Yémen vont s'impliquer encore plus profondément si les États-Unis frappent. Or, le Hezbollah a été très discret ces derniers temps. Il était engagé dans un cessez-le-feu avec Israël, négocié il y a plusieurs mois par la France, les États-Unis et d'autres parties. Mais selon Elijah Magnier, un correspondant de guerre, ses sources affirment que le Hezbollah n'est pas seulement capable d'entrer dans ce conflit, mais qu'il le fera si les États-Unis s'impliquent. Les Ansar Allah du Yémen coordonnent déjà leurs actions avec l'Iran et l'aident dans ses frappes contre Israël, tout en menant également leurs propres frappes contre Israël. Et bien sûr, cela se passe depuis de nombreux mois, tout au long de la période depuis novembre 2023. Donc une très longue campagne menée par Ansar Allah du Yémen contre Israël. Maintenant, je voudrais parler de ce qui pourrait se passer ensuite entre les États-Unis et l'Iran. La grande inquiétude que devraient avoir les États-Unis s'ils s'impliquent davantage, et je pense que c'est la raison pour laquelle cela a été retardé jusqu'à présent, c'est que l'Iran en a les capacités. Peu importe combien de destroyers les États-Unis envoient, peu importe s'ils utilisent ces bombes anti-bunkers. Si l'Iran est capable de frapper des cibles israéliennes avec rapidité et habileté stratégique, la crainte est alors que les États-Unis soient obligés de faire voler leurs bombardiers sur 3000 km depuis Diego Garcia.
L'Iran renverra-t-il des pilotes américains aux États-Unis dans des cercueils? Et il en va de même pour les destroyers américains stationnés dans et autour du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Ces destroyers vont-ils couler au fond de l'eau et y aura-t-il des sacs mortuaires et des cercueils renvoyés aux États-Unis? Et les États-Unis peuvent-ils vraiment gérer cela, leur direction politique, sans provoquer d'énormes troubles, d'instabilité, et bien sûr, sans subir ensuite la pression pour que l'administration de Donald Trump intensifie encore davantage la guerre, menant à une longue guerre catastrophique, que selon les informations, Donald Trump voudrait à tout prix éviter. Bien sûr, il faut prendre cela avec des pincettes, car beaucoup de ce que fait Donald Trump concerne sa propre viabilité, et bien sûr, celle de son parti politique, ce qui est vrai pour tous les présidents américains. Maintenant, une grande préoccupation, évidemment, est aussi le fait que les bases militaires américaines entourant l'Iran dans la région du Golfe, en Asie de l'Ouest, sont toutes des cibles potentielles. Et l'Iran a répété à maintes reprises qu'il les viserait et que les États-Unis ne pourraient rien y faire. C'est pourquoi nous voyons des évacuations depuis les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, dans et autour de la région, Bahreïn. Nous voyons des évacuations des États-Unis, car ces bases sont très vulnérables et elles seront frappées si les États-Unis décident de franchir le pas et d'escalader ce conflit. Et alors la question est, que se passera-t-il ensuite? Voilà donc le grand problème actuellement pour les États-Unis. On constate que les capacités de l'Iran sont bien supérieures à ce qu'ils attendaient. Israël l'a déjà reconnu. L'une des particularités d'Israël, c'est qu'à certains moments, Israël se montre bien plus honnête en raison de la brutalité de sa politique militaire et politique globale. Maintenant, il faut aussi aborder toute la médiatisation autour de cette frappe sur l'hôpital, le centre médical Syrocca. Le centre médical Syrocca sert principalement à soigner des soldats blessés, des soldats qu'Israël a envoyés principalement à Gaza. Il y a donc beaucoup de discussions et de débats sur Telegram, sur différents canaux, ainsi que sur X, où l'on couvre ce sujet, et beaucoup disent qu'il est assez ironique qu'Israël appelle la communauté internationale à punir l'Iran pour des crimes de guerre, alors qu'en réalité, jour après jour, Israël cible les hôpitaux de Gaza, les écoles de Gaza, non seulement de manière similaire, mais de façon bien plus destructrice. Nous avons vu des bébés palestiniens, des enfants, des femmes, des civils, non seulement massacrés et tués en masse, mais aussi leur infrastructure détruite et rendue inutilisable. Et bien sûr, Gaza est devenue invivable. Une autre ironie que les gens soulignent, c'est qu'Israël accuse toujours le Hamas et la résistance palestinienne d'utiliser les infrastructures civiles, comme les hôpitaux, à des fins militaires. Et ce centre médical, le centre médical Syrocca, qui soigne principalement des soldats, est également entouré de sites militaires et de renseignements qu'Iran a effectivement frappés directement. Et ce sont les retombées de ces frappes qui ont causé les dégâts à l'hôpital. Donc certains font remarquer, et ceux qui sont assez perspicaces pour réfléchir de manière critique à ce sujet le soulignent, que l'hypocrisie est vraiment exposée au grand jour. Cela fait partie intégrante de l'opération Vraie Promesse 3. C'est un élément central de l'ensemble des actions de l'axe de la résistance jusqu'à présent. Il y a toujours eu, en termes de puissance militaire, un énorme fossé entre la résistance à Israël, la résistance à ce génocide, la résistance à la politique belliciste des États-Unis et d'Israël dans la région. Il y a toujours eu un énorme fossé. L'Iran n'a pas seulement réduit cet écart de manière significative, au point de causer d'énormes problèmes aux défenses aériennes israéliennes, les épuisant complètement, mais il complique aussi la tâche des États-Unis, qui peinent à savoir comment réagir. Il y a 20 ou 25 ans, la réponse aurait été très claire.
il s'agirait d'une annihilation totale ou d'une tentative d'annihilation du gouvernement iranien aussi rapidement que possible. Les bombardiers stationnés à Diego Garcia seraient déjà en train de décoller. Mais il y a eu un retard important à ce sujet, et cela s'explique par le fait que les États-Unis ne sont pas sûrs de leur position, même si la fanfaronnade de Donald Trump semble augmenter de jour en jour. Mais cette fanfaronnade s'accompagne de frustration et de colère, ce qui est évident à chacune de ses apparitions médiatiques. Chaque fois qu'un journaliste l'interroge à ce sujet, on le voit dans son ton et sur son visage. Cela ne se passe pas bien. Nous sommes aujourd'hui, le 19 juin, une date très importante dans l'opération Vraie Promesse. 3 grandes attaques contre Israël, des attaques stratégiques, la bourse de Tel Aviv, des sites militaires et de renseignement dans et autour de ce centre médical, le centre médical Soroka. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, qui causent non seulement des dégâts importants à la soi-disant société israélienne, mais qui mettent vraiment les États-Unis et Israël en garde sur ce qu'ils peuvent faire à partir de maintenant pour arrêter cela. Lorsque l'Iran affirme qu'il peut non seulement continuer, mais pourrait être capable de poursuivre pendant 1 an ou plus, alors que les défenses aériennes d'Israël seraient épuisées en moins de 10 jours. Les rapports faisaient état de 10 à 12 jours, il y a à peine 1 ou 2 jours. Les États-Unis sont au bord du précipice et sur le point d'aggraver ce conflit. Et nous devrons voir comment ils réagiront dans les heures et les jours à venir.